Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ce n'est pas Si j'avais un marteau, c'est le marteau de minuit, The Midnight Hammer. C'est de vendredi à samedi à minuit, heure américaine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, dont évidemment les conséquences ne font que commencer à faire sortir leur effet. Et celui qui l'a raconté le mieux, je dois dire, mieux que je ne saurais le faire, c'est le général Bruno Clermont, qui raconte cette attaque américaine sur les antennes de CNews. Écoutez le général Bruno Clermont. L'essentiel de la mission a été effectué par, a priori, 7 bombardiers B-2 qui ont tous décollé des États-Unis, qui ont fait un raid de 10 000 km pour bombarder des bombes GBU-57 sur leurs objectifs. A priori, 2 fois 7 bombes, c'est-à-dire 14 bombes, 12 sur Fordo et 2 sur Natanz, 180 tonnes de bombes sur Fordo, des bombes précises qui ont détruit les installations. Donc c'est remarquable, d'autant plus que ces tirs de GBU-57 très puissantes, très précises, ont été accompagnés par une autre capacité que seuls les Américains possèdent. Les Américains ont des sous-marins de l'US Navy qui emportent 154 missiles de croisière et 30 missiles de croisière ont également été tirés sur les 3 sites en question. Il n'y a que les Américains qui peuvent faire ça. Et Harold l'a dit, c'est vraiment le fait que cette première opération a été réalisée, c'est un soulagement pour les Israéliens. Ça veut dire que les Américains sont prêts à aller au-delà. Aujourd'hui, la balle est dans le camp des Iraniens. Si jamais les Iraniens mènent des représailles contre les forces américaines dans la région, je pense que là, effectivement, on pourra dire que les États-Unis entrent en guerre. Pour l'instant, c'est une opération ciblée, extrêmement efficace, extrêmement bien réussie. Alors, ce n'est pas la guerre, dit le général Clermont, c'est une opération spéciale. Je rappelle d'ailleurs que c'est le mot qu'employait Vladimir Poutine quand il a envahi l'Ukraine. Ce n'est pas une guerre, c'est une opération spéciale. Et pour le moment, effectivement, on sont beaucoup touchés, mais évidemment, il y a des victimes civiles, mais c'est des sites nucléaires, évidemment, des sites économiques, des sites gaziers, et des sites de lanceurs de missiles, mais je voudrais savoir ce qu'en pensent nos interlocuteurs. Je voudrais vous les présenter. Manaz Shirali, vous êtes sociologue et politique iranienne. Bonjour. Bonjour. Vous avez en Israël Jonathan Serrero, qui est journaliste. Bonjour Jonathan. Et dans les studios, bonjour, Michel Fayad, qui est franco-libanais et qui est géopolitologue. Alors, Manaz Shirali, quand vous entendez, vous, que effectivement, le général Clermont et beaucoup d'autres disent, bon, il y a eu cette opération, on voit aujourd'hui les conséquences, ça a été précédé par toute la campagne israélienne et ce qu'il y a eu dans les jours précédents. Aujourd'hui, cela continue. Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui ? On est dans l'œil du cyclone aujourd'hui. On va pas vous demander des prévisions, mais vous, en tant que franco-iranienne, que sociologue, que politologue, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la guerre ? La guerre ne peut évoquer que la tristesse, le chagrin et le désespoir. Personne n'est content de la guerre, personne n'applaudit la guerre. Et aucun pays ne fait la guerre à un autre par gaieté de cœur. Tout ça, c'est le malheur, tout ça, c'est la mort, tout ça, c'est... Mais pour moi, le seul et unique responsable de la situation actuelle, c'est la République islamique. Ce sont ces dirigeants qui ne savent pas gouverner, qui ont détruit ce pays et qui ont mis la communauté internationale contre eux, contre ce pays. Et là, aujourd'hui, c'est l'argent, c'est la richesse des Iraniens qui est partie en fumée. Ce sont les Iraniens qui souffrent, ce sont les Iraniens qui ont appauvri, ce sont les Iraniens qui ont tout perdu. Monsieur, 2 000 milliards de dollars ont été investis dans les installations nucléaires iraniennes. 2 000 milliards de dollars. 2 trillions de dollars. On pouvait reconstruire ce pays 50 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 50 fois. Aujourd'hui, les Iraniens vivent dans la misère. Qui est la responsable? La République islamique. C'est pourquoi on se retourne pas, les Iraniens ne se retournent pas contre Israël, parce qu'ils savent où est l'ennemi, qui est leur ennemi et pourquoi ils en sont arrivés là. Les Iraniens voyaient cette situation
bien à l'avance, bien plus. Vous savez, dès le début, c'était clair que la République islamique ne peut pas avoir l'industrie nucléaire en même temps qu'il promet la disparition d'un autre pays. Tout le monde le savait que ça ne sert à rien pour un pays comme l'Iran, cet enrichissement d'uranium, un pays qui repose sur un océan de gaz et de pétrole. C'était pas la peine. Dès le début, les Iraniens étaient contre et aujourd'hui, nous sommes tombés dans la gueule de loup et on sait qui est la responsable. Donc, les Iraniens prennent uniquement les ayatollahs pour la responsable de la situation actuelle et personne d'autre. Mais alors, Manaz Shirali, à votre avis, on ne sait pas comment va évoluer la situation, mais à votre avis, en Iran, vous êtes, je suppose, en contact permanent avec un certain nombre d'Iraniens, évidemment, à Téhéran et ailleurs. Que ressent le peuple iranien, à part évidemment la tristesse d'être attaqué, etc. Mais en fait, est-ce qu'il y a, à votre avis, on voudrait vraiment savoir, on ne voit pas les indices, mais vous savez, les gardiens de la révolution sont pratiquement dans chaque famille, dans chaque entreprise, les Bassidji et tout ça contrôlent tout. Et est-ce que, au contraire, il peut se passer quelque chose au niveau parce que pour le moment, on sait que c'est très dur, qu'il y a une répression très forte qui s'abat en même temps que la guerre. Est-ce qu'il peut se passer un changement de régime et où ce n'est pas possible dans l'état actuel des choses, à votre avis? Écoutez, je n'ai pas l'habitude de prédire l'avenir, mais par rapport à la situation actuelle, je me demande comment la République islamique pourrait rester en place. Elle est vraiment mal barrée. Les Iraniens, la première guerre, les premiers ennemis de la République islamique, ce sont les Iraniens. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont annoncé l'exécution prochaine de 22 Iraniens qui ont manifesté de la joie et qui ont filmé les avions israéliens. Et donc, dans les jours à venir, on va avoir 22 jeunes qui vont être exécutés. Donc, je ne vois pas très bien comment cette République islamique pourrait résister à autant de pression, à la fois de la part de la communauté internationale, de la part d'Israël, de la part des États-Unis, mais surtout de la part des Iraniens. Mais est-ce que les Iraniens vont sortir dans la rue? Alors là, je peux vous dire, quand vous avez des bombes qui vous tombent dessus, le seul souci que vous avez, c'est de sauver votre peau. Et ce n'est pas du tout de résister contre un régime. Et surtout que le régime, là, maintenant, il est à moitié blessé, virulent vis-à-vis des Iraniens, et il cherche à compenser l'humiliation que les Américains et les Israéliens lui ont fait subir en réprimant davantage le peuple iranien. Donc là, à l'heure qu'il est, je ne vois pas surgir des manifestations. En revanche, je pense, et il y a beaucoup d'observateurs iraniens, spécialistes de la situation, qui sont d'accord avec moi, qui disent il suffit que Khamenei tombe. Il suffit que la mort de Khamenei soit annoncée. Alors là, ça va être un déferlement de joie et vous allez voir que vraiment les cartes vont tourner. Mais alors, je comprends pas, Manaz Shirali, si vous dites que si, effectivement, on annonce la mort de Khamenei, mais ils disent aussi bien, Américains, Israéliens, disent, mais écoutez, on sait, enfin, entre guillemets, ils disent, c'est assez facile d'arriver à la mort de Khamenei, on en a supprimé d'autres, et pourquoi, de leur point de vue, ne le font-ils pas? Alors, Khamenei n'est pas n'importe qui. Il est vraiment le point central, la colonne vertébrale du régime. Ce n'est pas un régime démocratique, ce sont des régimes qui reposent sur les individus. Donc, Khamenei n'est pas là. Il est la tête du régime. Déjà, il est enfermé dans son bunker. Il n'est pas en contact. On voit que ces généraux, ces nouvellement arrivés au poste, parce qu'ils ont été éliminés au début de la guerre, ces généraux sont vraiment perturbés, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment gérer la guerre parce qu'ils sont pas en contact avec lui. Mais bon, pour le moral de la population iranienne, la nation iranienne, il est vraiment très important que ce monstre tombe parce que le jour où il tombe, là, on n'a plus peur de rien. Écoutez, monsieur, je suis à Paris, mais j'ai peur quand même, moi, qui suis à Paris, protégée par les Français, par la police française. Je n'arrête pas de recevoir des menaces terribles, mais terribles. Des menaces de mort? Vous recevez des menaces de mort, vous-même? Il me promet de tuer mes enfants, de charcuter à l'école et de faire ça. Donc, vous voyez la terreur qu'ils font imposer sur moi. Imaginez ce que ça donne pour les Iraniens qui sont en Iran, qui sont entre leurs mains.
Donc, mais la mort de Khamenei est extrêmement importante parce que ça nous donne le moral, à nous les Iraniens, ça nous remonte le moral. Mais merci de votre témoignage et merci Manal Shirali. Et je sais qu'il faut avoir beaucoup de courage parce que vous risquez évidemment ce que vous risquez, votre vie, celle de vos enfants, et puis vous avez parlé de la situation iranienne. Je voudrais juste demander à Jonathan Serrero, bonjour Jonathan, vous êtes en Israël, alors comment, je ne vais pas vous poser la question, comment vit-on ce qui se passe en Israël depuis déjà quelques jours? On a vu les bombardements, on voit tous les images, etc. Mais depuis ce qui s'est passé à Fordo, à Natanz, etc., depuis les bombardements de ces fameux avions qu'on n'avait jamais vus en situation, en action, est-ce que, à votre avis, c'est ressenti comme ayant changé la donne ou pas? Je pense qu'il y a une grande fierté du côté israélien d'avoir vu les États-Unis, le grand Amérique, le président Trump, d'avoir osé, d'avoir eu le courage d'aller attaquer directement ce site nucléaire de Fordo et les autres sites nucléaires d'Isfahan et de Natanz. Il y a une sorte de barrière de la peur qui a sauté, une autre barrière de la peur qui a sauté du côté israélien. En témoigne ce qui se passe en ce moment du côté de l'Iran et au regard et à la lumière des messages qui ont été envoyés cette nuit par le président Trump, qui a donné, entre guillemets, le feu vert aux Israéliens pour attaquer le régime iranien directement. Ah oui, vous dites que Trump a donné le feu vert aux Israéliens pour attaquer le régime iranien, c'est ça, et le changer éventuellement, enfin aider à le changer. Le changer éventuellement. Alors je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir, bien évidemment, je ne suis pas prophète, mais en ce moment du côté de Téhéran, Tsahal attaque directement la prison d'Evin, qui parle notamment peut-être à mon interlocutrice, qui est la prison où sont incarcérés les opposants politiques au régime iranien. L'entrée de la prison vient d'être attaquée par Tsahal. Il y aurait des évasions massives du côté de cette prison. Et en ce moment, Tsahal, Evin. Juste de Tsahal, oui. Jonathan Serrero, restez avec nous. Je voudrais demander à Manal Shirali, qu'est-ce que ça lui fait d'entendre que la prison d'Evin est actuellement attaquée et qu'on libère des détenus de la prison d'Evin, d'après Jonathan Serrero? Écoutez, j'ai entendu la nouvelle et Jonathan a parfaitement raison. Depuis ce matin, on est en même temps inquiet parce qu'on ne sait pas très bien ce qui est en train de se passer. Évidemment, de tout cœur, je souhaite la sortie des prisonniers. C'est la prison la plus terrible que nous avons au Moyen-Orient, dans le monde même. Et cette prison rivalise avec les prisons de Bachar al-Assad. Je peux vous dire que vraiment, on est dans les barbaries totales. Donc, la sortie des prisonniers, ce que je souhaite de tout cœur, mais je crains quand même qu'il y a des prisonniers qui perdent leur vie. Donc, la situation n'est pas la joie, c'est la crainte et le souci. Ben, je comprends, c'est tout à fait normal. Merci, Manal Shirali. En tout cas, je sais que vous êtes appelé à vos occupations. Merci de vos éclaircissements. On continuera à parler avec vous. Juste avant de donner la parole à Michel Fayad, Jonathan Serrero, aujourd'hui, c'est-à-dire que si je comprends bien dans ce que vous dites, les Israéliens continuent de plus belle à bombarder un certain nombre de sites, mais là, c'est devenu politique. Enfin, on sent qu'ils s'attaquent aux institutions politiques, d'après ce que vous dites. Ce matin, je pense que l'ayatollah Ali Khamenei a commis une autre erreur, c'est de poursuivre ses tirs contre Israël. Savoir 4 salves de missiles qui ont été tirées vers Israël et qui a touché malheureusement une des centrales électriques dans le sud d'Israël. Donc du côté israélien, il y a une riposte agressive en ce moment du côté des bastions des gardiens de la Révolution, notamment des QG des gardiens de la Révolution, oui, et de certaines centrales électriques du côté de l'Iran. Donc il y a une sorte d'escalade qui se joue actuellement et on verra ce que fera Ali Khamenei contre les États-Unis dans les heures qui suivent, dans les jours qui viennent. Oui. Écoutez, restez avec nous, on prend une petite pause et ensuite on va demander à Michel Fayad un peu son raisonnement, son analyse de ce qui se passe.
À tout de suite avec nous. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Mon oncle infâme. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. L'opération Midnight Hammer, le marteau de minuit, tout ce qui s'est passé avec ces 3 bombardiers américains qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et qui sont revenus, et puis la suite, la suite elle continue, et voilà, on vient d'apprendre que effectivement la prison de Evin avait été bombardée. Bon, on ne connaît pas la suite. Alors Michel Fayad, vous êtes géopolitologue, vous êtes franco-libanais, et à la lumière de ce qui se passe depuis quelques jours, comment vous analysez cette situation? Parce que, au fond, on voit très très bien qu'elle ne va pas s'arrêter là, que c'est parti pour un processus qui va durer, alors on ne sait pas, les uns disent quelques semaines, d'autres quelques jours, d'autres plus. Mais qu'est-ce que, par rapport aux forces en présence aujourd'hui, Israël, l'Iran, le Proche-Orient, et évidemment derrière l'Amérique qui s'est là intervenue au premier plan, alors que beaucoup de gens disaient que ça ne se ferait pas, qu'il y avait de la bisbille entre Trump d'un côté, effectivement, et d'autres, que voilà, le silence quand même relativement assourdissant de la Russie quand même, qui n'est pas Pékin derrière. Quand vous analysez ce tableau-là, the big picture, comme on dit. C'est ça. Je pense déjà que la Russie, elle n'est pas tellement mécontente de la situation, parce qu'il faut quand même se rappeler que la Russie et l'Iran se sont affrontés dans l'histoire. Il y a eu pas mal de guerres. Ils se sont partagés l'Azerbaïdjan, fut un temps. Aujourd'hui, la partie qui avait été prise par la Russie est indépendante. L'autre partie, qui est la plus grande, fait toujours partie de l'Iran. Et la Russie aujourd'hui profite en fait de la guerre pour vendre sur le marché à la Chine ce que l'Iran ne peut plus exporter en termes de pétrole. Donc ça, c'est déjà intéressant. La Russie est en train de remplacer en partie la Chine pour le moment. C'est ça, c'est-à-dire que l'Iran exportait 2 millions de barils par jour essentiellement vers la Chine. Et en ce moment, c'est quasi impossible, et donc c'est la Russie qui compense auprès de la Chine. Donc c'est quand même assez intéressant pour la Russie. Et juste, Michel, une question. Donc, à votre avis, est-ce que l'Iran va fermer le détroit d'Ormuz? Parce qu'on parlait beaucoup de ça par rapport à tout ce qui passe par le détroit d'Ormuz. Oui, moi, honnêtement, je peux me tromper, on n'en sait rien en réalité, mais j'y crois pas tellement. Oui, surtout que 50% de ce qu'on envoie à la Chine, de ce que l'Iran envoie à la Chine, passait par le détroit d'Ormuz. Plus que ça. En réalité, c'est 45% de l'ensemble du pétrole qui sort du détroit d'Ormuz qui allait excusez-moi. 45% des importations chinoises de pétrole proviennent du Golfe Persique qui passe par le détroit d'Ormuz. D'accord, oui. Et donc fermer le détroit d'Ormuz, c'est en réalité porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité d'approvisionnement énergétique de la Chine. Et là, je parle que du pétrole, je n'ai même pas parlé du gaz. Donc c'est extrêmement problématique pour la Chine. Et c'est pour cela, si vous vous souvenez, il y a quelques temps déjà, la Chine a déployé des navires de guerre dans le Golfe Persique. Donc aujourd'hui, il y a non seulement les Américains qui sont présents, mais aussi les Chinois. Et donc si les Iraniens venaient à fermer le détroit d'Ormuz, on pourrait voir quelque chose d'incroyable, une coopération sino-américaine pour les réouvrir. Oui, ce serait, je dis, si c'était pas aussi tragique, on aurait envie de ricaner. Enfin, c'est comique, presque. Exactement. Et puis, si les Iraniens voulaient fermer le détroit d'Ormuz, ils passeraient par Bandar Abbas, le plus grand port iranien, qui est le plus grand port en fait du Moyen-Orient, qui est juste en face du détroit et par lequel les gardiens de la révolution agiraient, soit en tirant, soit en prenant leurs navires et en allant fermer le détroit. Mais les Israéliens, il y a 2 jours, ont frappé Bandar Abbas très fortement pour montrer aux gardiens de la Révolution que non seulement les Chinois et les Américains sont présents en termes de navires de guerre, mais que eux-mêmes, les Israéliens, pourraient frapper fortement l'endroit duquel les gardiens attaqueraient pour fermer le détroit d'Ormuz. Donc, fermer le détroit d'Ormuz, j'y crois pas tellement, même si ça peut arriver, on peut se tromper. Non, bien sûr. Par contre, je pense que ce que les Iraniens peuvent faire, c'est demander aux Houthis, qui sont rentrés officiellement en guerre hier, du Yémen, oui, de frapper les sites pétroliers d'Arabie Saoudite. Parce que ça s'est fait pendant des années. Et puis, vous savez, en 2023, il y a une sorte de dégel entre les Saoudiens et les Iraniens, sous parrainage chinois d'ailleurs, irakien et omanais. Et dans le cadre de ce dégel, il y avait une entente comme quoi les Houthis cesseraient d'attaquer les sites pétroliers d'Arabie Saoudite. Oui, ça peut reprendre, ça. Et ça peut reprendre. Alors juste dans ce tableau plus général,
Trump aujourd'hui, l'engagement de Trump, alors effectivement, comme il dit, c'est pas la guerre, c'est une opération. Rubio a dit, attendez, on va pas attaquer plus loin, on a fait ça, mais voilà, ça s'arrête là. Mais on verra bien. Mais sans aller jusque-là, et les forces en présence aujourd'hui, oui. Est-ce que dans cette espèce de mouvement perpétuel, parce que ça va être là, comment elles se situent? L'Amérique, Israël, et effectivement le Moyen-Orient, et puis l'Europe. Enfin, on va parler un tout petit peu de l'Europe. En réalité, les États-Unis et Israël ont une supériorité militaire qui est incontestable aujourd'hui au Moyen-Orient, mais l'Iran a une force de nuisance, c'est-à-dire qu'il est capable d'agir à travers ses proxys. Oui. On sait que par exemple, la milice irakienne pro-iranienne, qu'on appelle Hashd al-Sha'bi, peut attaquer à tout moment les bases militaires américaines en Irak et en Syrie. Ils l'ont fait déjà en novembre-décembre dernier, au moment du renversement de Bachar el-Assad. Il y a eu un certain harcèlement à un moment donné des bases militaires américaines de leur part. Donc cet harcèlement peut reprendre. Vous savez qu'au Liban, il y a la plus grande ambassade des États-Unis de tout le Moyen-Orient. C'est à Beyrouth. Elle est un petit peu au nord, vous savez. Oui, bien sûr. Et elle a coûté $1 milliard aux États-Unis pour être construite. Elle a la taille d'une ville et en son sein, c'est comme une ville également. Et vous savez que l'ancêtre du Hezbollah, qui s'appelait le Djihad islamique à l'époque, avait attaqué déjà par 2 fois l'ambassade des États-Unis au Liban. Et donc, ça pourrait être également une autre cible. Et puis, il peut y avoir des attentats en Europe et ailleurs, aux États-Unis aussi, oui. C'est certain, et même, on se focalise sur les attentats, mais la République islamique d'Iran est spécialiste également du renseignement. Et pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que vous savez, le genre de manifestations qu'on a vu avec Rima Hassan dernièrement, les renseignements iraniens sont très satisfaits de ce qui se passe et pourraient infiltrer ce genre de mouvement et ce genre de manifestations pour essayer de plus en plus de fomenter le trouble, voire semer le désordre. Bien sûr. Parce que vous savez, s'il y a la guerre civile ou quasi une guerre, des situations quasiment de guerre urbaine en Europe, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est en leur faveur. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes ont dit que, vous vous souvenez, à Los Angeles, quand il y a eu pas mal de manifestations, oui, bien sûr, eh bien, qu'on aurait découvert, d'après les Américains, certaines infiltrations iraniennes. Mais ça, c'est au conditionnel, on n'est pas... Oui, absolument, on n'en sait rien, mais enfin, c'est ce que les Américains prétendent, en tout cas. Donc, ils ont une force de nuisance. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et je vais interroger aussi Jonathan Serrero par rapport à Israël là-dessus, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ça peut changer demain, mais alors où nous parlons, Michel Fayad, qu'au fond... Israël, effectivement, s'en sort plutôt bien, malgré évidemment les bombardements, les pertes de vie, etc., qu'il y a la guerre, mais que les deux qui s'en sortent plutôt très bien, c'est Trump et Poutine. Oui, pour le quelque moment. part, pour le moment. Avec l'Amérique ne manque pas de pétrole ni de gaz, la Russie n'en parlons pas, la Russie va déjouer les embargos, et comme vous dites, peut remplacer d'ailleurs l'Iran pour fournir les Chinois. Quoi. Oui, et puis les États-Unis remplaceront également certains pays du Moyen-Orient pour fournir l'Europe. On peut imaginer cela également. Donc en fait, les États-Unis et la Russie peuvent en profiter absolument. Mais il y a également quelque chose qu'il faut, à mon sens, dire aussi, c'est que vous savez, on entend ces derniers jours sur les plateaux télé et autres, on oppose en fait la guerre israélienne contre l'Iran, on dit que cette guerre israélienne contre l'Iran serait en dehors du droit international. Et j'aimerais répondre à cet argument parce que c'est un faux argument qui est soit présenté par des gens qui sont qui ne connaissent pas les choses, si vous voulez, soit c'est des complices de la République islamique d'Iran. Pourquoi ? Parce que le guide suprême de la République islamique n'est pas seulement le guide suprême de la République islamique. Il a une autre fonction. Il est le chef de ce qu'on appelle le vilayet et fakir en persan, qui signifie en français le gouvernement des oulémas. Dans ce gouvernement des oulémas, il n'y a pas seulement la République islamique d'Iran, il y a également le Hezbollah et les Hashd al-Sha'bi. Or, le 9 octobre 2023, pas le 7, le 8, le 9, et pas encore le 13 juin 2025. 2 jours avant... 2 jours après, le 7 octobre. 2 jours après, c'est ça, le 7 octobre, il attaque. Le Hezbollah a attaqué Israël. Quand le Hezbollah a attaqué Israël, il ne l'a pas fait de son propre chef, parce que le Hezbollah fait partie, comme j'ai dit, de ce gouvernement des oulémas, dirigé par Ali Khamenei. C'est-à-dire qu'Ali Khamenei a déclaré lui-même la guerre à Israël le 9 octobre 2023, en envoyant le Hezbollah taper Israël. Donc, quand on entend
cette propagande iranienne reprise par certains soi-disant spécialistes et autres. Experts de plateau, oui. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement faux. Encore une fois, soit par incompétence, soit par complicité. Il faut bien que tout le monde comprenne que ce guide suprême est également chef du gouvernement des oulémas, et donc quand le Hezbollah agit, il agit sous ses ordres à lui. Donc ce que vous dites en fait, c'est que l'Iran était partie prenante, même si elle n'a pas elle-même dirigé ce qui s'est passé le 7 octobre, elle n'a pas piloté le Hamas, mais elle est partie prenante. Moi je parle pas du Hamas, parce que disons le Hamas, c'est une organisation qui est payée 50% par le Qatar, 50% par l'Iran. Il a une certaine autonomie parce qu'il est sunnite et non pas chiite. Il ne fait pas partie de ce gouvernement des oulémas. Par contre, le Hezbollah a été fondé par les gardiens de la révolution. Son armement est 100% iranien, son financement est 100% iranien. C'est donc une structure iranienne en réalité, même s'il y a bien sûr énormément, il y a des Libanais à l'intérieur. Je suis pas en train de dire que c'est. Bien sûr, c'est pas que. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il il a été fabriqué par l'Iran, et donc il fait partie de ce commandement qui est pris à Téhéran. D'ailleurs, Nasrallah, avant d'être tué, il disait toujours: moi, je suis sous les ordres de Ali Khamenei. Oui, en tout cas, c'était très clair. Enfin, il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Mais donc, il faut bien que vos auditeurs comprennent que la guerre a été déclarée le 9 octobre 2023 par l'Iran, et non pas le 13 juin 2025 par Benyamin Netanyahou. Oui, ça, en tout cas, c'est quelque chose qui peut peut-être, enfin, en tout cas, vous rappeler. Et voilà, chacun va en penser ce qu'il doit en penser, mais bien rappeler les faits. Jonathan Serrero, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez déjà, dans votre première intervention, vous avez dit effectivement le fait de l'entrée de l'Amérique a cassé le mur de la peur. Mais on s'oriente vers quoi? Enfin, en Israël, on s'oriente vers quoi? D'abord, oui, deux questions. La première question, est-ce que ce qui se passait avec Netanyahou, qui était avant tout ce qui s'est passé, vraiment très très contesté, il y avait des manifestations monstres en Israël, en tout cas très importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours aussi contesté, ou on dit on verra après tout ce qui se passe aujourd'hui, on réglera nos problèmes intérieurs plus tard? Et puis sur le plan alors de ce qui s'est passé, de ce qu'a fait Israël avant avec le Hamas et puis le Hezbollah, et aujourd'hui avec l'Iran, on confortait un peu les Israéliens, et ils ont toujours vécu, et depuis très longtemps effectivement, dans les alternatives guerre et paix. Comment aujourd'hui c'est ressenti tout cela? Sur la question des manifestations et les contestations contre le Premier ministre Netanyahou, je pense que cela est du fait d'une minorité d'Israéliens. La presse mondiale met le focus sur ces manifestants, mais elle ne concerne qu'une minorité de la partie d'extrême gauche de l'échiquier politique israélien. Depuis le lancement de cette guerre, l'ensemble de l'échiquier politique israélien fait bloc avec Benyamin Netanyahou, même parmi ses opposants. Yair Lapid, qui est le chef de l'opposition, le chef du parti du centre israélien, soutient Benyamin Netanyahou dans l'ensemble de ses interventions auprès des médias de l'étranger. Il y a eu des réunions même organisées entre le Premier ministre israélien et ses opposants, Avigdor Lieberman, qui est le chef du parti russophone en Israël, Benny Gantz, qui est l'ancien ministre de la Défense. Donc, tous les Israéliens font bloc auprès de Benyamin Netanyahou. Et il y a aussi une certaine fierté du côté israélien de voir Israël partir du 7 octobre, ces 1200 morts, ces tueries, ces massacres commis par le Hamas dans ces localités israéliennes, et aujourd'hui voir Tsahal s'être construit une sorte d'autoroute aérienne de Tel Aviv jusqu'à Téhéran au cours de cette année et demie de guerre dont les Israéliens ont payé le prix, dont j'ai aussi témoin sur le terrain. Voir Israël pouvoir casser ces barrières de la peur et attaquer directement la tête de la pieuvre iranienne, c'est une certaine fierté nationale, et tous aujourd'hui font bloc, même parmi ses opposants, même parmi les médias israéliens, font bloc derrière le Premier ministre israélien. D'accord. Et juste pour terminer, à votre avis, ça, ce qu'on peut dire, sans dire comment et quoi, à votre avis, Jonathan Serrero, déjà la carte du Meurien est modifiée.
Est-ce qu'on peut le dire d'ores et déjà, sans dire comment, que quoi? Ça, évidemment, on va pas lire dans le marque de café. Mais est-ce qu'il le bouleversement, disons que la carte du Moyen-Orient aujourd'hui n'est plus la même. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui à l'heure où on parle? Je pense qu'à partir du moment où voir disparaître Hassan Nasrallah, voir disparaître Bachar el-Assad, peut-être demain voir disparaître l'ayatollah Ali Khamenei, cela rabat les cartes du Moyen-Orient, mais je pense du monde entier. Il faudra aussi se poser la question de savoir à quoi sert l'Organisation des Nations Unies, qui n'a même pas soutenu les États-Unis dans son attaque contre le régime iranien. Donc je crois que la carte déjà du Moyen-Orient va être rebattue, qu'il y aura peut-être de futures normalisations entre les pays musulmans et Israël, et un renforcement de ces alliances entre Israël et peut-être ses voisins arabes du Golfe. Merci Jonathan Serrero. Je voudrais poser à Michel Fayad la même question. Est-ce que cette carte aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui, sans encore une fois spéculer sur l'avenir, même le plus proche, est-ce que la carte du Moyen-Orient déjà est changée, sinon la carte du monde? C'est sûr qu'elle est en grande partie changée, comme cela vient d'être expliqué avec le fait que les frères Sinwar ont été tués dans la bande de Gaza, que Nasrallah a été tué, son premier successeur également, que Bachar el-Assad a été renversé, c'est sûr. Maintenant, également dans la République islamique d'Iran, il faut quand même rappeler qu'Israël a liquidé donc le chef des gardiens de la Révolution, le chef de la force Al-Quds, qui est la force d'élite des gardiens de la Révolution, le conseiller militaire du guide suprême, le chef des services renseignement des gardiens de la Révolution et son adjoint. À cela, il faudrait rajouter que Donald Trump avait tué en janvier 2020 le général Soleimani, qui était lui-même le chef de la force Al-Quds. Aujourd'hui en Iran, là où je suis un peu plus nuancé par rapport à Mme Shirali, c'est que il y a Ali Khamenei qui est un symbole, bien entendu, et s'il est tué, ça sera un véritable séisme, si vous voulez. Il y a encore deux personnalités dans ce régime qui ont un poids et qui pèsent chez les gardiens. C'est Mohsen Rezaï et Mohammad Ali Jafari. Tous les deux ont été plus d'une dizaine d'années à la tête des gardiens de la Révolution. Ceux qui sont aujourd'hui en fonction n'ont pas de charisme, n'ont pas de poids, n'ont pas de popularité. Mais ces deux-là en ont. Ah non, oui. Et ils parlent, c'est pas joué. Voilà. Et ils parlent aujourd'hui dans les médias, ils apparaissent de plus en plus ces derniers jours, on les voit dans les médias iraniens, s'exprimer davantage, intervenir, menacer davantage les Américains, les Israéliens, etc. C'est-à-dire que si la volonté réelle des Américains et des Israéliens est de changer le régime, alors assassiner Ali Khamenei ne sera pas suffisant. Il y a encore ces deux-là qui pèseront et qui peuvent tenir encore le régime. Mais par contre, si jamais Israël et les États-Unis arrivent à... Ils sont pas là pour ça, oui. Oui, mais s'ils arrivent à liquider ces trois-là, c'est Ali Khamenei et ces deux-là... Là, du coup, vous dites c'est un changement de régime. Là, tout peut arriver, parce que les gardiens de la Révolution se retrouveraient orphelins. Et ce qui est très, très intéressant que font les Israéliens ces derniers jours, en fait, depuis le début, en réalité, c'est qu'ils sont en train de frapper les Bassidji, donc c'est-à-dire cette force de répression des Iraniens, et donc les Israéliens essayent d'envoyer des messages ainsi à la population iranienne que on est en train de vous aider pour que petit à petit vous puissiez sortir et manifester votre mécontentement. Mais aussi, les Israéliens sont en train de frapper spécifiquement la ville de Tabriz, qui est la plus grande ville azérie du pays, les Azéris représentant 30% de la population iranienne, et Kermanshah, qui est la plus grande ville kurde du pays, et les Kurdes représentant 5 à 10% de la population. Il y a un communautarisme très fort là, et effectivement nous allons suivre ça. Merci beaucoup Michel Fayad, merci Jonathan Serrero. Nous allons suivre tout cela avec vous, mais voyez effectivement la carte, je dirais, du monde. Il y a quelque chose qui est en train vraiment de changer, d'être bouleversé. Pour le meilleur ou pour le pire, eh bien écoutez, qui vivra verra.